Notre grande édition de l'information s'ouvre à vous, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici à présent les principaux titres de cette édition. Dîmes et offrandes dans les églises, quelle opportunité! La rédaction s'est intéressée à la question. Côte d'Ivoire, le président Ouattara à Berlin en Allemagne pour prendre part à une réunion du G20 sur l'Afrique. Toujours en Côte d'Ivoire, examen à grand tirage, les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce lundi 12 juin 2017. En sport, Muriel Aouré obtient de nouveaux lauriers. Le FC Barcelone indésirable en Arabie Saoudite et puis à l'international, Theresa May s'apprête pour la bataille du Brexit. Bonjour à tous, commençons ce journal avec cette information. À quoi servent les dîmes et les offrandes dans nos communautés ou si vous préférez, à quels besoins répondent-elles? C'est pour en savoir plus que nous sommes allés à la rencontre de l'apôtre Patrice Angbonzon. Il est le leader de l'église Pentecôte Sans-Feu International de Yopougon dans le district d'Abidjan. C'était le dimanche 11 juin 2017. S'acquitter des dîmes et des offrandes meuble le quotidien des fidèles chrétiens protestants et évangéliques. À quoi servent-elles exactement? C'est pour y répondre que notre équipe de reportage s'est rendue à Yopougon, à l'église Pentecôte Sans-Feu International, pour interroger le leader de cette église, l'apôtre Angbonzon Patrice. Il a bien voulu nous situer sur l'importance de ce qu'il considère comme une obligation pour le chrétien. Parce que celui qui œuvre pour le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui l'incarne. Souvent, il y a quelqu'un qui a demandé, dit, mais quand on dit c'est pour Dieu là, est-ce qu'on prend et puis comment on fait puis ça atteint à Dieu? Je suis incarné par l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne peux pas chasser. Aujourd'hui, quand tu viens ici, vous allez voir que les sorciers se confessent. Il y a des démons qui sortent. Plein de témoignages que vous attendez ici là. C'est pas quoi? C'est pas magie, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Maintenant, ceux qui assis à l'église qui ne payent pas les dîmes, ça ton risque et péril. Parce que quand tu payes ta dîme, que je prends ta dîme, il y a la connexion là qui a été tissée. Dieu a tissé cette connexion. Quand un danger arrive, je dois voir. Quand tu viens ici, tu vas savoir que quand quelqu'un dit que papa, mon enfant est dans le coma, envoie-moi ton nom. Tout de suite, dans quelques minutes, tu vas voir que l'enfant est sorti du coma. Vous avez vu la femme que j'ai donné simple l'eau, son enfant qui est mort, que les médecins m'ont confirmé mort, et qu'on a donné l'eau à l'enfant. L'enfant s'est réveillé dans 5 minutes. Attendez, vous voyez? Donc si toi tu n'as pas payé ta dîme, si tu te fais du mal parce que je ne peux pas, tu n'as pas donné l'autorisation pour que je prenne soin de ton âme. C'est comme quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. La Bible dit quoi? Il dit l'Éternel n'est pas les oreilles dues pour entendre, ni la main courte pour être sauvé. Mais ce sont nous-mêmes, nos crimes qui mettent la séparation, ils mettent barrière. Donc quand tu ne payes pas ta dîme, il y a une barrière entre toi et moi. Je peux prier une grâce, mais si tu n'as pas connecté avec Dieu, cette connexion-là, donc c'est à toi. C'est comme quelqu'un, vous voyez, quand tu tues poulet, quand tu veux manger poulet, le poulet là, la première des choses que tu vas enlever, bien n'importe quel animal, il y a quelque chose dedans qu'il faut enlever d'abord avant de manger, on appelle le bile. Le bile là c'est poison. Donc quand un chrétien, un enfant de Dieu mange sa dîme, il mange poison. Donc tu es en train de se faire tuer. Donc je peux dire que la dîme là, c'est le bile de l'animal. Et là, tu peux manger bile de caïman, c'est de poison, tu vas mourir. Donc beaucoup sont en train de mourir dans leurs affaires, dans leurs foyers, dans tout. Tout le monde, même en Israël, tout le monde paye dîme. Amen. Soyez bénis. Donc voici quelque sorte le sens de la dîme. Partenariat G20 Afrique, c'est le thème autour duquel se déroulera la conférence du G20 auquel participe le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara. Il a été chaleureusement accueilli ce dimanche 11 juin 2017 à l'aéroport militaire de Berlin. Suivons le commentaire de Philomène Padré. Le président ivoirien Alassane Ouattara est depuis dimanche à Berlin en Allemagne où il doit prendre part à la conférence de haut niveau du G20 sur l'Afrique quelques instants après son premier tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président de la République a réaffirmé sa volonté de faire connaître les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années et qui ont, selon lui, besoin d'être renforcés à travers la réalisation des projets qui contribueront à réduire la pauvreté de la population. Le président Ouattara s'est félicité de la présence de la Côte d'Ivoire à ce sommet qui est la preuve de la reconnaissance par la communauté internationale de ses efforts en matière de bonne gouvernance.
Je suis heureux d'être en Allemagne et je salue les autorités de ce grand pays, et notamment la chancelière et le président, de nous avoir invités à prendre part à ce sommet sur l'Afrique. Et donc nous devons connaître la situation de la Côte d'Ivoire qui est très très bonne, mais qui a besoin de faire plus pour avancer, réduire la pauvreté avec des grands projets que nous comptons soumettre au G20. Je pense que c'est une belle opportunité. Le fait que notre pays a été choisi parmi la demi-douzaine de pays invités montre que la communauté européenne et internationale en général accorde un grand crédit à ce que nous faisons dans notre pays. Et je salue donc les autorités et je les remercie de cette invitation. Dans les prochaines semaines, de manière concrète, le partenariat militaire et dans le renseignement pour gagner la bataille contre le terrorisme, promettant une prochaine visite à Abidjan dans le cadre du sommet de l'Union européenne africaine prévu en novembre prochain dans la capitale économique ivoirienne. En sport, la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouri semble renaître de ses cendres. En effet, elle a établi un nouveau score le samedi 10 juin 2017 lors du meeting Star Athletic Sprint à Floride, aux USA. Suivons le commentaire de Philomène Padré. L'Ivoirienne Muriel Aouri continue sa remontée en puissance sur les tartans internationaux. La sprinteuse ivoirienne s'est offert la meilleure performance de l'année sur 100 mètres en 10 secondes 83 tiers au meeting Star Athletic Sprint à Mount Verde en Floride aux États-Unis. C'est mon deuxième 100 mètres de la saison et je me sens super bien. Petit à petit, ça commence à revenir, mais je suis déjà fière de ma performance. Ma prochaine course, ça sera sur 200 mètres à Oslo en Norvège et j'espère que tout se passera aussi bien, a déclaré Muriel juste après l'effort. Rappelons qu'en 2016, Aouri avait déjà réalisé une sacrée performance à Mount Verde et avait aussi réalisé la meilleure performance mondiale en 10 secondes 7 tiercés, établissant même un nouveau record d'Afrique. Le précédent était de 10 secondes 79 tiercés. Hors de nos frontières, à présent 15 ans de prison et 135 000 € d'amende aux personnes qui porteront désormais le maillot du FC Barcelone en Arabie Saoudite. Telle a été l'information relayée par le média Squeca ce lundi 12 juin 2017. Reportage France Conan. D'après les informations du Sky Italien relayées par Skakwa, revêtit la tunique du FC Barcelone entraîne désormais une amende à hauteur de 135 000 € et 15 ans de prison. Ce changement de loi est dû à la hausse des tensions dans les relations diplomatiques et aux frontières avec le Qatar, que le pays saoudien accuse de soutenir l'organisation terroriste Daesh. Le principal sponsor du club espagnol étant Qatar Airways, jusqu'à cette saison remplacé par Rakuten à partir de l'année prochaine. Le pays du Golfe a donc voulu interdire le port de ce maillot sur ses terres. Sponsor qui sera bientôt remplacé par Rakuten à partir de l'année prochaine, cette décision vient donc amplifier les tensions qui existent entre ces pays. Le Parti socialiste qui contrôlait la moitié de l'Assemblée sortante s'effondre dès le premier tour des législatives et devrait recueillir avec ses alliés de 15 à 40 sièges, soit encore moins les 57 de la débâcle de 1993. Commentaire Estelle Traillot. Entre la large majorité de la République en marche dès le premier tour et l'abstention record, le Parti socialiste a été balayé aux élections législatives dimanche 11 juin 2017. Une défaite sans précédent qui devrait lui laisser avec ses apparentés entre 15 et 40 sièges à l'Assemblée, soit moins qu'en 1993 où 57 députés PS avaient franchi les portes du palais Bourbon. Depuis le siège du parti, le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis a reconnu un recul sans précédent de la gauche dans son ensemble et notamment du Parti socialiste, un échec qui vient après la lourde défaite de la présidentielle où Benoît Hamon avait obtenu 6,3% des suffrages, loin derrière la France insoumise 19,6%. Je ne crois pas que la gauche puisse mourir dans ce pays, relativise sur France 24 Christophe Troussel, président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qualifiant Emmanuel Macron de centre droit libéral au vu des premières mesures sur l'éducation, le code de travail et l'action économique. Il affirme que la gauche doit se réinventer pour y faire face. Dans la droite ligne des propos de l'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve, qui soulignait pendant la campagne la nécessité de rebâtir la gauche de gouvernement sur des bases saines et rénovées. Le pays doit affronter de multiples défis et nous le savons, de nombreux désaccords. Il n'est ni sain ni souhaitable
qu'un président ayant rassemblé seulement 24% des suffrages au premier tour de la présidentielle et qui a été élu au second tour par le seul rejet de l'extrême droite, bénéficie du monopole de la représentation nationale. Cette profonde contradiction démocratique pèserait sur tous les actes du quinquennat. Au lendemain d'élections qui lui ont fait perdre la majorité absolue au Parlement, Theresa May reconduit à leur poste ses principaux ministres. La première ministre conserve ainsi sa garde rapprochée à 10 jours de négociation du Brexit. Roland Monca nous en parle. Sous le choc d'élections qui lui ont fait perdre sa majorité absolue au Parlement et la fragilisent, la première ministre britannique Theresa May a reconduit vendredi 9 juin ses principaux ministres dans le nouveau gouvernement qu'elle va former. Les ministres des Finances Philip Hammond, des Affaires étrangères Boris Johnson, en charge du Brexit, Davis, ainsi que la ministre de l'Intérieur Amber Rudd et son collègue de la Défense Michael Fallon restent ainsi en fonction. Theresa May maintient ainsi sa garde rapprochée. Ce gouvernement guidera notre pays dans les discussions cruciales sur le Brexit et répondra aux souhaits des Britanniques en menant à bien la sortie de l'Union européenne, a-t-elle assuré à 10 jours de l'ouverture des négociations du Brexit. Les conservateurs sont arrivés en tête du scrutin. 318 sièges leur sont dévolus, mais ont perdu une douzaine de sièges, tandis que l'opposition travailliste en a gagné une trentaine, soit 262 sièges, d'après les chiffres officiels. La première ministre dépend désormais du petit parti nord-irlandais unioniste DUP et de ses 10 sièges pour atteindre la majorité absolue, alors qu'elle avait convoqué ses législatives anticipées afin d'avoir une majorité renforcée pour négocier la sortie de l'Union européenne avec les 27 à partir du 19 juin 2017. Revenons en Côte d'Ivoire pour cette fois parler culture. Une convention de coopération a été signée entre le syndicat national français de l'édition et l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre de la Culture ivoirienne dirigé par Bandama Maurice. Un accord favorable à la promotion de la lecture en Côte d'Ivoire. France Conan. Les éditeurs français vont faire chaque année un don de 5 000 livres à la Côte d'Ivoire, a appris à Page le 17 juin 2017, à l'issue de la signature d'une convention dans la capitale économique ivoirienne. Ce don de livres annuel fait partie des clauses de cette convention signée entre le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, et le président du syndicat national de l'édition française CNE, Vincent Montagne. À travers ce texte, les deux parties partagent une volonté commune de développement de la francophonie, une meilleure connaissance des livres de chaque pays. Selon le ministre Maurice Bandama, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous voulons nous inspirer du modèle français dans le développement de la politique du livre, a ajouté M. Bandama, qui a salué les éditeurs français pour la participation de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire au dernier salon du livre de Paris en mars 2016. L'Afrique a été pour la première fois fortement représentée au salon du livre de Paris, s'est-il réjoui. Nous sortons 10 000 livres par an, c'est une vitalité. La richesse vient de cette diversité éditoriale très importante, a pour sa part indiqué le président du syndicat national de l'édition française CNE, Vincent Montagne. Poursuivant, il a salué l'expérience des bibliobus en Côte d'Ivoire, précisant que la culture n'est pas réservée à une élite. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a annoncé pour les 6 et 7 juillet prochains la célébration de la route de l'esclave, un projet porté par l'UNESCO pour ne pas oublier ce phénomène qui a touché le continent noir dont Tia Salé et Grand Laou font partie. Commentaire Estelle Traillot. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, qui a séjourné jeudi à Agboville dans le cadre du lancement de ces journées destinées à identifier les sites où ont transité les esclaves pour en faire un patrimoine historique, a invité les populations de la région de la Niébi-Tiassa à se mobiliser pour participer massivement à cette fête qu'il souhaite populaire. Pour le devoir de mémoire, la région, a-t-il dit, ne devrait pas avoir honte de montrer les traces, les symboles ou les vestiges qui montrent que des dizaines de millions d'Africains ont été déportés de l'autre côté de l'Atlantique durant des siècles. Il s'agit surtout de ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour ce faire, il a demandé aux chefs traditionnels et à tous d'apporter leurs contributions afin de retrouver les traces de ce vaste phénomène historique. Selon le ministre, depuis les années 90, sous l'égide de l'UNESCO, un programme a été lancé pour effectivement soumettre le monde et particulièrement les Africains au devoir de mémoire et donc à une invitation à se souvenir d'un des plus grands drames qui a marqué l'histoire contemporaine. C'est pour cela que le programme en question s'appelle La route de l'esclave, a-t-il indiqué.
Le but recherché à travers ce programme est de convertir cette douloureuse situation en moyen de rapprochement, de réconciliation et de promotion des pays et des peuples pour en tirer de réels intérêts à la fois historiques, éducatifs, voire économiques en y intégrant un circuit touristique. Après Agboville, la délégation du ministre Bandama a mis le cap sur Dabou. Elle visitera par la suite Tiasalé et Grand Laou pour la même cause. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention et retenez que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.